Bonjour, je suis Chancela Tchala, journaliste de formation. Bienvenue dans cette édition de podcast. Depuis un certain temps, je nous plonge, nous tous, dans l'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, cette partie de ces grands pays d'Afrique centrale est frontalière au Rwanda, l'Ouganda et au Burundi. Mais depuis 30 ans aujourd'hui, les deux pays d'entre les trois frontaliers dans cette partie nous causent ce qu'on appelle aujourd'hui génocide, le Rwanda et l'Ouganda. Pour ne citer que cela, les Congolais se font tuer depuis 30 ans aujourd'hui à cause des armées de ces deux pays qui envahissent très souvent et de manière aussi régulière, si on doit le dire comme ça, l'est de cette partie. Nous avons 10 millions de Congolais qui sont tués par les armées de ces deux pays-là, 500 000 femmes déjà massacrées, éventrées, violées, sans compter le nombre d'enfants qui se font recruter des forces pour intégrer des groupes armés soutenus par les armées de ces deux pays voisins. Malheureusement, le monde entier ferme les yeux quand il s'agit de la RDC, mais quand il est question de l'Ukraine ou de Palestine ou d'Israël et de la Russie, tout le monde en parle. Nous avons pris ces moments depuis un certain temps avec plusieurs ouvrages qui rentrent en compte du point de vue de l'histoire de cette situation. Nous partageons ces 15 minutes pour permettre à tout Congolais de pouvoir se préparer à d'éventuels riposte face à cette guerre qui perdure d'il y a 30 ans aujourd'hui. Vous savez que les Congolais sont seuls. Nous sommes seuls face au monde entier. Croiser les bras et attendre à ce que les Nations Unies décident de l'issue de cette question serait tout simplement triste pour nous parce que ça risque de ne pas arriver. Ce serait pour nous de l'ignorance et peut-être ne pas être réaliste face à l'urgence qui s'impose au devant de nous. Le monde ferme les yeux. Les sanctions ne tombent pas sur Kagame. Bien au contraire, ces régimes criminels sanguinaires, tels les cas avec le régime de Kaguta Museveni, dictateur africain, ces deux régimes qui tuent les Congolais, le monde entier n'en parlait pas. Comme je le disais, bien au contraire, la communauté internationale à travers les Nations Unies ne cesse de se présenter en posture d'hypocrite quand il s'agit de cette question. La RDC qui est agressée se voit lier les mains dans l'incapacité de pouvoir se défendre à travers des sanctions et des discriminations de diverses formes imposées par les Nations Unies. Aujourd'hui encore, vous et moi en tant que Congolais, nous pouvons mieux faire. Mais ça commence par la prise de conscience à travers la connaissance de l'histoire et ceci nous permettra de pouvoir nous positionner pour pouvoir affronter les défis avec de moyens en notre possession, question de libérer notre pays de ces jougs et de cette agression de la communauté intercriminelle par les billets de l'Ouganda et du Rwanda. La dernière fois, dans la lecture du livre Holocauste au Congo, nous nous étions arrêtés autour des manœuvres du gouvernement Bill Clinton pour couvrir les criminels Paul Kagame, à l'époque vice-ministre de la Défense du Rwanda, à la prise du Rwanda par les FPR. Vous allez vous rappeler, la force rebelle composée essentiellement des Tutsis. Et c'est eux aussi qui ont propagé cette haine à l'encontre des Hutus. Ils ont ramené cela sur le sol congolais, soi-disant en train de pourchasser les Hutus qu'ils qualifient de génocidaires, mais en réalité, c'était la porte d'entrée pour déstabiliser notre pays, le Zaïre à l'époque et aujourd'hui le Congo. Nous avons perdu beaucoup de Congolais, comme je l'ai signifié ici. Même le maréchal Mobutu a été contraint de pouvoir abandonner son pouvoir, mais ce n'était pas parce qu'il les voulait, c'était parce que les États-Unis, à travers le gouvernement de Bill Clinton, l'avaient contraint à pouvoir abandonner. J'avais annoncé au cours de la dernière édition du podcast ici que l'envoyé spécial de Bill Clinton auprès de Mobutu avait signifié à ce dernier que s'il ne démissionne pas, s'il ne quitte pas le pouvoir, son cadavre va devoir traîner dans les rues de Kinshasa, la capitale congolaise. Mobutu s'est senti abandonné, délaissé dans un état critique dans sa maladie. Il a été contraint de pouvoir abandonner ses compatriotes zaïrois, mais aussi la République pour s'enfuir et s'exiler au Maroc où il a perdu la vie. Aujourd'hui, on va poursuivre avec le 5e chapitre de ces livres. Les congrès s'interrogent sur l'action des Bill Clinton au Zaïre. Il est ici question de séries de questions qui ont été formulées à l'égard du gouvernement de Clinton par rapport à son implication dans la guerre du FPR d'abord au Rwanda et dans la chute du régime du maréchal Mobutu. Parce que si vous vous renseignez, vous apprendrez que ce qui s'est passé en 1994 ou 1994 au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, c'est des Hutus qui se font exterminer par des Tutsis qui arrivent à peine au pouvoir en 1994 après avoir abattu l'avion du président, à l'époque le président du Rwanda, Habyarimana Juvenal, qui a été un des amis proches au maréchal Mobutu. La vérité est telle que Kagame, soutenu par Bill Clinton, cherchait déjà par quels moyens
pour par quel moyen envahir le Zaïre pour piller les minéraux et ainsi exterminer les autochtones, le Congolais, les Zaïrois dans cette partie du Kivu, les remplacer progressivement par des Tutsis rwandais. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On va continuer avec la lecture. Pendant que Paul Kagame, Museveni et Kabila Laurent Désiré, savourent leur victoire et célèbrent la chute du maréchal Mobutu, plusieurs membres du Congrès américain commencent à questionner le rôle des États-Unis dans les massacres des populations du Zaïre et dans l'action des troupes de Paul Kagame dans ces pays. Christopher Smith, le président de la sous-commission des relations internationales chargée des droits humains au Congrès, s'adresse donc directement au président Bill Clinton sur des faits survenus au Zaïre. Dans sa lettre du 28 août 1997, 2 mois seulement après la prise de Kinshasa par les troupes de l'AFDEL, M. Smith écrit qu'il paraît incontestable que, en plus d'avoir commis des massacres systématiques et à caractère ethnique au Zaïre, les rebelles Tutsis auraient massacré des centaines de réfugiés le 17 novembre 1996 et que les responsables américains comme l'ambassadeur Richard Bogosian ou Phyllis Oakley, secrétaire d'État adjointe chargée des réfugiés, ont reconnu avoir eu connaissance de ces massacres. Il demande donc au président Clinton des éclaircissements sur des décisions prises par le gouvernement des États-Unis pendant l'année 1996 pour rétablir la vérité sur ce massacre. Il fait également observer que les États-Unis semblent avoir formé des soldats Tutsis qui ont commis des massacres ainsi que ceux qui ont réalisé des opérations militaires au Zaïre aux côtés de l'AFDEL. Le président de la sous-commission des relations internationales pose alors une série de questions au président Clinton. Quand est-ce que le gouvernement des États-Unis s'est aperçu pour la première fois des soldats rwandais participer à des actions militaires au Zaïre? Avions-nous pensé que notre responsabilité était de vérifier si les soldats et les officiers que nous avons formés comme tireurs d'élite en juillet et en août 1996 participaient aux opérations au Zaïre? Les questions de M. Christopher Smith provoquent un vrai malaise à la Maison-Blanche. Il a cependant pris soin, avant d'adresser sa lettre au président Clinton, de rassembler des informations précises sur le rôle joué au Zaïre par le gouvernement américain. En l'absence d'une réponse de la Maison-Blanche, il réitère sa demande 8 mois plus tard dans une nouvelle lettre du 24 avril 1998 au président des États-Unis. Nous sommes toujours à la recherche d'un compte rendu complet et franc sur la participation des États-Unis aux côtés des troupes rwandaises au cours de la période précédente et incluant le rapatriement massif des réfugiés rwandais en décembre 1996 et sur les triomphes des forces de l'AFDEL sur le régime de Mobutu en mai 1997. Déçu de ne pas avoir reçu de réponse à sa première lettre, M. Christopher Smith se montre alors plus exigeant et soulève d'autres éléments dans cette nouvelle lettre. Cette fois, il veut savoir si les matériels que les États-Unis ont achetés ou fournis à d'autres partis comme l'Ouganda se seraient retrouvés entre les mains de l'APR, de l'AFDEL ou d'autres forces actives dans les conflits de l'Est du Zaïre entre le 16 et le 17 juillet 1997. Il précise qu'il a besoin d'une description détaillée de toutes les informations américaines dispensées aux membres de l'APR et à d'autres forces actives dans les conflits survenus à l'est du Zaïre entre fin 1996 et début 1997. Les choses se compliquent pour le président Clinton qui comprend vite que certains membres du Congrès disposent déjà d'informations précises sur la politique de la Maison-Blanche au Zaïre. Si le gouvernement des États-Unis a été très offensif et très prolixe à d'autres occasions, notamment en 1994,
Dans la dénonciation de Hutus qui ont commis les génocides au Rwanda, ce même gouvernement rénacle à répondre aux questions des élus américains lorsqu'il s'agit de parler des crimes, des masses et des massacres ciblés que les soldats Tutsis de Paul Kagame commettent au Zaïre. Alors que les Zaïrois ou Congolais actuellement n'ont perpétré aucun crime ni massacre au Rwanda, pourquoi sont-ils agressés et massacrés chez eux par les soldats Tutsis du Rwanda? C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup plus d'alibis qui n'ont rien à voir avec la vérité. Vous savez qu'ici, par exemple, on parle des années 1994 jusqu'en 1997. À l'époque, il n'y avait pas encore des alibis du genre les Tutsis au Congo sont marginalisés, les Tutsis au Congo sont ceci, c'est là, c'est comme ça que l'armée rwandaise se déploie là-bas pour les protéger. La seule manière pour Kagame de protéger ces criminels de Tutsis, frères, qu'il a déversés à l'est de la RDC, c'est de pouvoir les rapatrier au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, ils seront bien sécurisés parce que c'est eux qui dirige le Rwanda et non les Hutus. Le Congo ne doit en aucun cas payer les prix des choses qu'il n'a jamais commises et dont le Congo n'a jamais aussi participé. Il est clair maintenant. La demande des membres du Congrès américain est donc légitime et fondée sur le respect des droits de l'homme si cher aux Américains. Le président du comité de relations internationales au Congrès, Benjamin Arthur Gilman, a lui aussi déjà saisi les Pentagones dans une lettre du 22 juillet 1997 pour demander des éclairages sur les activités militaires menées par les troupes américaines au Rwanda et au Zaïre. Il reçoit une réponse évasive du sous-secrétaire d'État à la Défense Walter Slocumb qui prétend que l'armée américaine n'a jamais dispensé des formations en matière de lutte contre insurrectionnelle aux troupes de l'APR dirigées par Paul Kagame. Notre objectif au Rwanda est d'y assurer une sécurité modeste et d'y apporter un programme d'assistance humanitaire qui favorise le respect des droits humains. Le respect des droits humains au Rwanda avec Paul Kagame, comment cela se matérialise-t-il? C'est bien ce que voudrait savoir M. Gilman, mais il semble avoir des difficultés à obtenir des précisions à ce point. À ce stade, on peut dire, sans risque d'erreur, que le sous-secrétaire d'État Walter Slocumb dissimule la vérité ou qu'il exprime carrément une contre-vérité, car la proposition de son supérieur hiérarchique, William Perry, ministre américain de la Défense, est tout autre. Il nous a été donné d'obtenir quelques correspondances que ce dernier a adressées personnellement au cours de cette période à Paul Kagame. Par exemple, dans sa lettre du 7 août 1995 à ce dernier, M. Perry s'exprime sur la question de la suspension de l'embargo sur les armes à destination du Rwanda. Vous m'avez demandé de vous aider à convaincre mon gouvernement de vous obtenir la levée de l'embargo sur les armes qui avaient été si justement instaurées contre les régimes assassins que vous avez évincés du pouvoir et qui étaient encore en application de façon absurde contre les libérateurs de votre pays. Ainsi, l'ai-je fait tel que votre chargé de mission vous en a informé. M. Perry reconnaît donc sans hésitation que Paul Kagame et ses hommes ont évincé un régime assassin, même si plusieurs ministres Hutus de ces régimes seront totalement acquittés devant les tribunaux pénal international pour le Rwanda. Il reconnaît surtout avoir répondu favorablement à la demande qui lui a été formulée par Paul Kagame lui-même d'obtenir la levée de l'embargo sur les armes devant le Conseil de sécurité de l'ONU. S'agissant de la formation des militaires de l'APR, il précise « J'ai déjà dit que je comprenais et soutenais fermement votre demande de formation pour aider à professionnaliser et à réduire les effectifs de votre armée. » La formation que nous vous offrons à vos soldats à Newport et bientôt à Kigali concerne le rôle des militaires dans les sociétés civiles est un premier pas important.
Je suis entièrement d'accord avec la demande de votre ambassadeur David Rawson concernant la formation dans les domaines tels que les renseignements, la lutte contre-insurrectionnelle, le développement de leadership, la logistique, la gestion et l'administration. J'ai l'intention de préconiser l'initiation à une série d'exercices combinés et je poursuivrai cette démarche avec le général Yulwan au moment opportun. Le sous-secrétaire américain Walter Slocumb est donc ici totalement contredit par M. Perry qui reconnaît que les États-Unis forment bien les soldats tutsi-rwandais à la lutte contre-insurrectionnelle mais aussi au renseignement, à la logistique et au management. M. Perry ne s'arrête pas là, il adresse une seconde lettre personnelle à Paul Kagame pour le rassurer en disant « Au cours des derniers mois, nous avons travaillé très dur avec nos collègues de l'exécutif et du Congrès américain sur la reprise d'un programme officiel international d'éducation et des formations militaires dès l'année prochaine. » Je suis persuadé que les officiers et les soldats rwandais profiteront des fruits d'une formation régulière aux côtés des soldats américains dans des écoles militaires des États-Unis. Nous avons également fait le nécessaire pour que notre commandement européen vous offre l'année prochaine une formation pour l'entraînement aux opérations mixtes. On mettra un point là et on va poursuivre demain avec la lecture. Vous comprenez clairement que ce n'est pas seulement le Rwanda et le Rwanda qui font la guerre à la République démocratique du Congo, notre pays et ces grands pays d'Afrique centrale. Ce sont les États-Unis depuis toujours. Quelles sont les pistes des solutions? Il faudrait que les Congolais s'asseyent et réfléchissent sur d'éventuelles pistes de solutions, que des avis différents s'affrontent notamment pour qu'il jaillisse de cela la lumière qui ouvrira la porte à la vraie liberté, à la vraie indépendance et au retour de la paix dans l'est de notre pays. Il faudrait inclure dans ces climats-là les retours au Rwanda de tout Rwandais ou de tout ceux-là qui se disent congolais par acquisition, ils devront retourner chez eux. Et comme ça, si des Rwandais voudront venir au Congo, qu'ils viennent de manière légale et non derrière des groupes armés qui créent Paul Kagame et Kaguta Museveni. Ensemble, à l'unisson, comme un seul homme, nous pouvons réussir à les faire. Alors, tenons-nous main dans la main et luttons parce que les défis sont là, les problèmes sont là. Il nous faut réfléchir. Il nous faut des pistes, des solutions et nous pouvons les faire. Je vous remercie d'avoir prêté une attention particulière à ces 15 minutes de partage d'informations sur la guerre à l'est de notre pays. Émettez en commentaire vos points de vue et surtout n'oubliez pas de pouvoir nous suggérer des ouvrages que nous allons devoir partager prochainement avec tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin. Merci et à la prochaine.